Donc, on enchaîne avec notre quatrième session qui a pour sujet l'Analytics Ops. L'Analytics Ops est-il le maillon faible de votre stratégie data? Alors, il y en a sûrement quelques-uns parmi vous qui se doutent de quoi on va parler. Peut-être que pour vous, c'est encore un terme un peu mystérieux. Donc, dans cette session, Patrick et moi, on va vous détailler ce qui se cache derrière ce concept, pourquoi vous devriez vous y intéresser, quels sont les bénéfices à implémenter des solutions d'Analytics Ops. Et puis, on va revenir sur quelques cas clients récents pour illustrer un petit peu notre propos. Aussi, avant d'aller plus loin dans la présentation, je voulais en profiter pour dire qu'elle est le fruit de pas mal de mois de réflexion et d'études. Je l'ai dit en introduction, mais pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, GBN Smith a été rebrandé sur le nom de Wisdom. On a travaillé un an là-dessus avec mes équipes que je salue au passage. Et pourquoi on a choisi de se rebrander? Comme vous le savez, on édite les solutions 368 depuis bien longtemps. Et on a fait l'acquisition d'une autre entreprise qui propose des solutions de CI/CD pour Tableau Software. Et cette acquisition, en fait, elle est l'enfant, elle est le fruit d'une vision profonde qu'on a chez Wisdom sur l'une des ramifications de l'analytics qui est les opérations. Ça fait 15 ans qu'on vous accompagne à scaler vos environnements, à limiter vos risques, à limiter vos coûts. Et on entend bien le faire sur d'autres technologies de BI, comme Tableau, également tout prochainement sur Power BI. On vient de l'annoncer. Il y a la private preview qui est offerte. Donc, on arrive en l'entreprise, Wisdom, la sagesse, donc, le Graal en matière de prise de décision. Pour résumer, donc, avant de rentrer en détail sur ce concept, ce que je voulais vous dire, c'est que l'Analytics Ops, au-delà de ce que ça va être et ce qu'on va montrer, c'est surtout le sujet d'expertise sur lequel on travaille en réalité depuis pas mal de temps et sur lequel on compte continuer à investir sur les années à venir. Bon, revenons-en au sujet. Patrick, on voulait commencer par poser une petite question à notre audience, un petit sondage. Revenons à nos moutons, oui. Yes. Donc, question de mettre notre présentation en contexte. Si vous voulez bien écrire dans le chat LinkedIn ou dans le chat YouTube, juste nous dire si vous pensez que vos utilisateurs ont une confiance aveugle dans les analytics. Et par là, ce qu'on veut dire, c'est demain matin, ils reçoivent un dashboard par email où ils se connectent à votre système, Business Objects, Tableau, Power BI, c'est vraiment un concept agnostique ici. Ils voient que la marge, elle est 2%, ou qu'hier, il y a eu 53 ventes. Est-ce qu'il y a une confiance aveugle dans ce qu'ils voient, dans les analytics? Et cette réponse va être intéressante pour nous. On la pose à chaque fois. Et puis oui, ça va vous mettre dans le contexte du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais, alors on triche un petit peu parce que Patrick et moi, on a déjà posé cette question dans d'autres sessions et on connaît un petit peu la réponse. Mais en attendant vos réponses, continuons sur ce sujet de l'analytics ops et prenons un petit peu de recul sur le marché de l'analytics et de la data en général. Aujourd'hui, je pense que c'est un lieu commun, une évidence de dire que la donnée est de plus importante dans les entreprises et pas seulement dans les établissements publics, dans les petites startups, les établissements de santé. Tous aujourd'hui utilisent de la donnée pour prendre leurs décisions au quotidien et ou faire de la croissance. Plus que jamais aujourd'hui, des volumes colossaux de données sont créés, exploités à travers les solutions de BI et d'analytics. Et il y a deux stats sur lesquels on voulait revenir, qui sont issus du Gartner et du Forrester, donc pas n'importe qui, mais qui sont frappantes concernant l'analytics. La première chose, c'est qu'il y a 25 milliards de dollars qui ont été dépensés en analytics en 2020, ce qui est au passage le premier poste de dépenses en IT, si bien que les entreprises ont en moyenne 5 plateformes analytics déployées chez elles. Alors pourquoi 5? Tout simplement parce que chaque département a ses préférences. Par exemple, la finance va préférer la robustesse de ses rapports Webby dans SAP Business Objects, alors que des personnes comme moi au marketing vont préférer le côté user-friendly de Tableau et le côté flashy des dashboards, ou encore les ventes qui vont préférer la maniabilité de Power BI. Un autre phénomène important qui explique ce chiffre, c'est également le jeu des fusions, séparations, acquisitions, regroupements, qui font qu'à un instant T, une entreprise pourra avoir 2, 3, 5 ou plus solutions d'analytics déployées à maintenir. Il y a 2 ans, nous vous posions la question de savoir combien de solutions de BI et d'analytics vous aviez à travers un grand BI survey qu'on avait fait sur plusieurs mois. Et la moyenne était de 4. Je serais curieux d'ailleurs de voir si ça a évolué. Dites-nous un peu dans les commentaires là, pas forcément vous-même ou votre propre équipe BI, mais combien de solutions de BI sont déployées dans votre organisation? Je serais curieux de voir si ce chiffre a augmenté depuis. Donc, le constat, il est là. Énormément d'investissements en analytics. Et pourtant, 4
dirigeants sur 5 ne font pas confiance dans les données sur lesquelles ils fondent leurs décisions. Et ça, on le constate chez nos clients. Et là, pour le coup, c'est KPMG qui le dit. Il y a un véritable problème de confiance dans les données et dans les analytics. Et je suis sûr que dans vos carrières respectives, dans vos quotidiens respectifs, il vous est déjà arrivé de douter de la qualité ou de la pertinence d'une donnée, ou bien vous avez des utilisateurs qui doutent de la donnée qu'ils voient dans leur rapport, qu'il faut vérifier, on dump dans Excel, on refait des vérifications. Moi-même, le cordonnier est toujours mal chaussé, moi-même, ça m'arrive régulièrement de le faire. Donc voilà, donc si on reprend un petit peu le constat, d'un côté, on a des milliards investis dans la donnée, dans l'analytics, et de l'autre, on a une confiance qui reste très faible, si bien que l'adoption utilisateur, je crois que c'est un rapport qui est fait par, je crois qu'il est fait par le Forrester, j'ai un doute là-dessus, mais on pourra fact-checker ça après l'événement. Le taux d'adoption reste à 30% depuis 10 ans. Quel gâchis. Donc, si on revient un petit peu au cœur du problème et si on dissèque le marché de la donnée, on sait que sur le marché de la donnée, il existe de nombreuses solutions. Des solutions de data gouvernance, des solutions de préparation de données, de data catalogue, etc., etc. Mais le problème que nous voulons mettre en avant aujourd'hui, il se trouve au niveau du dernier kilomètre sur le parcours de la donnée, au niveau de la restitution, au niveau de la couche analytique. On oublie trop souvent qu'au niveau de l'analytique, de nouvelles données sont créées, des formules, des merges, des filtres métiers, etc., etc. Et on oublie aussi que l'analytique, c'est un logiciel à part entière avec ce que ça comporte. Des upgrades, de la maintenance, des évolutions, du versionning, etc. Il ne s'agit pas simplement de visualiser un dataset, et ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Là où ça pose un problème, c'est que c'est justement au niveau du dernier kilomètre que c'est critique, parce que c'est là que sont prises les plus grandes décisions, et c'est là que sont prises les décisions du quotidien par la masse des utilisateurs, c'est-à-dire les utilisateurs métiers, ceux qui ne sont pas informaticiens. Et ceux-là, ils prennent pas de décision sur les datasets, ils ne prennent pas des décisions sur des requêtes Snowflake. Donc, vous comprenez bien l'enjeu. L'amont de la chaîne de valeur est gouverné, et encore, c'est pas toujours le cas, mais pas l'aval. Et vous savez, je prends souvent cette analogie quand je discute avec mes proches et qu'ils me demandent mais qu'est-ce que vous faites chez Wisdom? Je prends toujours le même exemple et je pense qu'aujourd'hui il est très pertinent pour vous illustrer le problème. Moi, j'ai ma belle-sœur qui travaille chez GSK, un grand pharmaceutique ici dans le Nord, elle est responsable qualité. Et chez GSK, on produit des vaccins. Et si on comparait le parcours de la donnée avec celui du vaccin, on dirait que des tests sont réalisés de partout, compte tenu de la sensibilité du produit, qu'on réalise des tests sur l'adjuvant, des tests sur l'aiguille, le piston, le joint, sûrement sur le packaging, et enfin sur le produit fini, disons pour notre analogie ici un dataset. Mais ce vaccin qui est destiné au grand public, il ne subit plus de tests en sortie d'usine. Pourtant, on aurait raison de se demander si le cycle du froid avait été respecté ou non, si les colis n'ont pas été endommagés durant le transport avant d'arriver en pharmacie, si si le personnel soignant, l'administrant a été bien formé. Alors, loin de moi l'idée de remettre en question nos personnels soignants, surtout après les 2 ans qu'on vient de vivre. Mais vous comprenez bien l'image. Personne ne va vouloir se faire vacciner, on voit, il y a une vraie résistance, s'il a le moindre doute au sujet de la qualité du vaccin. Donc, à quoi bon mettre en place une gouvernance des données en amont et pas au niveau de l'analytics? À quoi bon investir des milliards et ne pas s'inquiéter du problème de la confiance chez vos utilisateurs ou peut-être devrais-je dire chez vos patients? Donc, voilà le cœur du problème. Et comme je le disais avant, les solutions d'analytique sont des logiciels comme des autres. Alors pourquoi ne pas utiliser ce qui fonctionne dans le monde du développement de logiciels, comme le DevOps? Donc, le DevOps, pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est un ensemble de méthodologies, de personnes, de technologies permettant de délivrer plus rapidement, avec une meilleure qualité, les logiciels. Et chez Wisdom, vous avez dû le voir par ailleurs, et on n'arrête pas de le dire, notre mission, c'est de permettre à n'importe quel utilisateur de prendre de meilleures décisions en toute confiance. Et la façon dont nous permettons cela, et dont nous l'avons toujours fait, on va revenir là-dessus après, c'est en fournissant des solutions de gouvernance et d'agilité inspirées du DevOps et appliquées à l'analytics. Donc des solutions d'analytics Ops. Et je suis sûr d'ailleurs que pour beaucoup d'entre vous, des méthodologies agiles sont d'ores et déjà mises en place, mais les méthodologies seules ne suffisent plus compte tenu du volume à traiter. Il vous faut des technologies. C'est là-dessus que nous souhaitons vous accompagner. Patrick, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment chez Wisdom nous souhaitons accompagner nos clients sur le sujet et comment en réalité nous le faisons depuis tout ce temps? Absolument. Tu veux remettre les slides, s'il te plaît? Oups, ah oui, je les avais enlevés.
Oui, donc comme Tony vient de le dire, c'est le concept du Ops, DevOps, DataOps, Marketing Ops, et, tout ce Ops, Tout à fait, tout à c'est des fait. méthodes. C'est des méthodes, mais aussi accompagnées d'outils. Parce que, comme Tony l'a dit, on ne travaille pas à petite échelle ici, on travaille à grande échelle. Il y a beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses qu'on veut mettre en production. Et si on fait tout le travail en manuel, c'est juste pas possible d'être efficace et de livrer rapidement. Et on voit ici donc le Analytics Ops, ce qui nous concerne ici dans le monde du Analytics ou du BI, c'est inspiré, comme tout le reste, depuis le DevOps. Donc, le DevOps et le DataOps, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au lieu de commencer un projet, surtout de la vieille façon, en mode waterfall, où on commence un projet aujourd'hui à l'instant T, puis on finit dans 6 mois, donc on livre quelque chose dans 6 mois. C'est pas quelque chose qui est efficace maintenant, et c'était pas efficace il y a 10 ans non plus. Moi, je suis consultant, ou j'ai été consultant BI pendant plus de 15 ans, et c'est une chose qu'on nous disait tout le temps, c'est de dire, bon, on se parle aujourd'hui, mais mon premier dashboard, je le vois quand? Bon, ben, il faut parler à la base de données, il faut faire un ETL, il faut faire les premières vises. On va être prêt dans 6 mois. Personne n'a envie d'attendre 6 mois et c'est surtout les besoins vont changer régulièrement pendant ces 6 mois. Donc, l'idée, c'est de livrer rapidement, mais de livrer quelque chose de qualité. Et comment est-ce qu'on s'assure de livrer quelque chose rapidement et de qualité? C'est en faisant des tests. Et ces tests, on fait quoi avec? On les automatise. Donc, quelqu'un nous livre une partie du besoin, une partie qui n'est pas le besoin complet, mais quand même suffisant pour livrer quelque chose. Ce truc, il a été automatiquement testé, automatiquement livré, et du coup, les utilisateurs peuvent commencer dès aujourd'hui à profiter de quelque chose, même si c'est seulement 20% du produit final. Ce 20%, dans certains cas, peut être suffisant. Donc, livrer quelque chose ou réparer quelque chose. On a trouvé un problème, on veut réparer ce problème. On ne veut pas juste réparer ce problème sans se soucier si on en a introduit d'autres. Donc, faire une batterie de tests automatisée à chaque fois qu'on modifie quelque chose et aussi la seule façon vraiment d'augmenter la satisfaction de l'utilisateur, augmenter la confiance, donc du coup, l'adoption des produits et des investissements que vous avez faits. Donc voilà, traduire le monde du DevOps, qui est facilement devenu le DataOps par la suite, mais de l'étendre jusqu'au dernier maillon, comme Tony l'expliquait, au contenu visuel qui est vraiment consommé par les utilisateurs, donc le Analytics Ops. Ah, merci Patrick. Et d'ailleurs, je m'adresse à toi un peu avec ta casquette de directeur produit là. 368 finalement faisait déjà de l'Analytics Ops en son temps et entend continuer à le faire à l'avenir. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est grâce à cette acquisition de cet outil pour Tableau que ça, on s'est un peu ouvert les yeux sur ce qu'on faisait vraiment et sur qu'est-ce qu'on veut que notre vision pour le futur soit. On peut même dire, bon, on blaguait avec Sébastien, notre CEO, mais on pourrait même dire du Business Objects Ops qu'on faisait dans le temps sans le savoir parce qu'on a commencé à faire des outils d'administration, ensuite des outils de test, des outils de confiance. Depuis au moins une grosse année, on investit beaucoup dans l'automatisation. On a maintenant un API, par exemple, dans 368. On s'est parlé à Microsoft Teams, Slack, Webhook, tous ces concepts qui viennent du monde du développement. Et ouais, grâce à cette acquisition, c'est en réalité, c'est ce qu'on sait faire. On sait vous aider à éditer, créer votre contenu. On sait vous aider à le tester. On sait vous aider à en faire la promotion, à faire du version control, à faire la promotion dans vos environnements de production. Et quand vous êtes live, et ça, on a des exemples clients tout à l'heure, on y reviendra, mais la partie monitor juste en dessous du CD, énorme partie importante d'automatisation de tout Ops, c'est de s'assurer que le truc marche, même une fois qu'il est en prod, même une fois qu'il a été testé, pour trouver les problèmes avant les utilisateurs, des problèmes techniques ou pas. Donc, toute cette chaîne, cette boucle infinie, on sait la faire aujourd'hui avec Business Objects, grâce à 368, et on sait la faire avec Tableau aussi.
Donc, contactez-nous, dites-nous si vous avez Tableau et en très début d'année, on va introduire notre CI/CD Ops pour Power BI. Donc, c'est l'outillage ici de la méthode, comme je disais tout à l'heure. Pas mal de choses qui s'en viennent, comme on dit en bon québécois. Pas mal d'annonces qui vont être faites aussi en tout début d'année prochaine. Donc, continuez à nous suivre sur les réseaux pour être informés sur le futur de 368. Je voulais revenir un petit peu sur le sujet du coup qui nous concerne aujourd'hui, l'Analytics Ops. Si on y regarde de plus près, dans le monde du DevOps, le test est fondamental. Là, vous voyez à l'écran une stat qui nous vient d'IBM sur le coût d'un bug. Alors, ça peut paraître évident, mais détecter un problème le plus tôt possible dans la chaîne a des répercussions minimes en comparaison avec le fait de le détecter en production. Dit autrement, un problème non détecté en développement ou même en acceptance peut avoir des conséquences considérables. Et chez Wisdom, on sait très bien qu'en BI, malheureusement, il y a trop peu encore cette pratique de test, voire parfois elle est inexistante ou très manuelle. Donc, pour mieux comprendre, on va prendre un exemple bien concret, chose que nous faisions jadis, quand nous pouvions encore aller sur les salons. Bon, j'exagère parce que ça commence à reprendre. Sur les salons, là où on n'a pas le temps d'avoir un webinar là, ensemble et à vous raconter tout ça. On faisait un petit jeu, on sait qu'une image vaut 1000 mots. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de repérer le nombre d'erreurs que vous voyez entre un dashboard, disons, financier, disons, en développement à ma gauche, et le même dashboard, mais cette fois-ci en production, à ma droite. Donc, dites-nous un petit peu dans les commentaires combien d'erreurs vous trouvez. En attendant, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi y aurait-il des différences entre mes deux dashboards? Puis peut-être Patrick, que tu pourras nous en dire un petit peu plus après. Mais peut-être que vous avez fait une montée de version de logiciel, vous êtes passé sur BI 4.3 SP02 après la présentation de Grégory tout à l'heure. Peut-être que vous avez déplacé vos données dans Snowflake. Peut-être qu'il y a eu un événement impromptu dans votre TL et vous ne l'avez pas remarqué. Peut-être qu'un patch de sécurité a été appliqué, ou peut-être encore que votre navigateur web n'était plus supporté, il a été mis à jour, etc., etc. Il peut y avoir des dizaines et des dizaines d'événements pouvant impacter vos analytics et donc la confiance des utilisateurs. Si vous ne mettez pas en place des tests réguliers. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous, il y a toujours un temps de retard entre le moment où on parle et les réponses parce qu'il y a un décalage. Donc, je ne vois pas encore les réponses. Je vais quand même les. Ouais, Patrick? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a plein de raisons pourquoi que les données avant et après pourraient être différentes. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les mauvaises raisons. Tu en as nommé quelques-unes, mise à jour, nouveau système, changement de la sécurité, des raisons malicieuses. Quelqu'un change une formule ou cache des données en quelque part. Donc voilà, pour avoir un impact. Mais il y a aussi le fait que les données changent à tous les jours pour des raisons normales, parce que votre business évolue, votre business continue. Et il faut que vos solutions de test soient assez intelligentes pour détecter quand il y a un problème. Bon, je triche un peu, je vous dis, là, le net profit en haut à droite, il passe de 16% à 6%. De détecter quand il y a vraiment un problème, mais aussi de continuer, de ne pas détecter un faux négatif parce que c'est juste le business qui évolue. Donc, avoir des outils de test assez avancés pour que vous puissiez renseigner ce qui est normal et pas normal pour justement vous donner les bonnes conclusions. Donc, c'est les deux aspects importants. Ouais, effectivement, Patrick, on a notamment Arnaud Godard qui s'est bien prêté au jeu, qui a trouvé 2 erreurs, et Zaïd qui nous dit qu'il faut toujours vérifier les totaux. Donc, je pense qu'il l'a repéré. Bon, là, pour le coup, c'était assez facile à repérer. On avait 7 régressions, 7 erreurs. C'était le jeu des 7 erreurs. Mais si on revient plutôt à la réalité, je vais évoquer 2 exemples qu'on a rencontrés récemment. Le premier a plutôt une conséquence business, le second a plutôt une conséquence IT. Donc, le premier, c'est un client qui nous a raconté que son CFO avait partagé au comité de direction un tableau de bord financier avec un bénéfice net d'1 milliard de dollars. C'est une entreprise basée en Californie. Elle a donc basé ses investissements sur la base de ce montant. Et c'est avéré que ce milliard était faux. Le bénéfice net aurait dû être de 100 millions. Un petit peu comme ce qu'on a fait dans le dashboard juste avant. Donc, ils ont tous pris une mauvaise décision et je vous garantis que c'est une histoire vraie. Heureusement pour eux, il s'agit d'une compagnie privée, non cotée en bourse,
Mais je vous laisse imaginer les conséquences que ça aurait pu avoir si elles avaient été publiées publiquement. Conséquences sur l'image de l'entreprise, conséquences légales, conséquences financières, etc. Et la deuxième histoire que je voulais vous remonter, elle va peut-être un peu plus vous parler. Elle concerne une équipe BI chez un de nos clients qui, après des mois de travail, a présenté un dashboard à un responsable exécutif. Et lorsqu'ils l'ont présenté, ce dernier a tout de suite relevé un problème concernant la marge qui était de 6%. Encore une fois, le petit rappel par rapport au dashboard qu'on vous a fait voir juste avant. Alors que ça faisait 10 ans que la marge se situait entre 10 et 30%. Donc, ils ont dû revoir leur copie. Et je peux vous dire que cet exécutif en question n'a plus jamais eu confiance dans le dashboard ni dans l'équipe qui l'avait développé. Ces deux problèmes auraient pu être évités si les tests plus rigoureux avaient été réalisés. Donc, peut-être, Patrick, tu peux nous dire un petit peu plus ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en termes d'automatisation des tests. Ah, Patrick, t'es muté. T'es muté. Ben oui, ça arrive même au meilleur. Donc, oui, on a mis regroupé nos tests, on va dire, en trois catégories. Il y a des tests de régression. Donc, les tests de régression, c'est comme vous pouvez l'imaginer. C'est comme le jeu que vous avez fait avant des 7 erreurs. J'ai aujourd'hui mon dashboard, mon rapport, ma vise qui ressemble à quelque chose. Dans le futur, elle ressemble à quelque chose d'autre pour un nombre de raisons. Je voudrais que mon outil me montre les différences entre avant et après. Donc, nous, on sait vous comparer l'image, comme le jeu des 7 erreurs. On sait vous informer la donnée derrière l'image, parce que la donnée, elle n'est pas toujours visible. Souvent, la donnée, elle est agrégée dans un pourcentage. Donc, on peut même vous donner le détail de cette donnée si elle est dans le rapport. Et aussi, ce qui est quand même bien important, c'est la métadonnée. Vos rapports, ils ont des paramètres, ils ont des filtres, ils ont des regroupements, ils ont de la donnée qui est cachée, tout ça. Donc, vous informez de l'avant-après. Moi, il y a un exemple que je montre souvent, le dashboard est avant et après qui a de l'air identique, parce que la donnée est la même, tant mieux, l'image est la même, mais en fait, c'est les filtres, les list of values, ils ont changé. Donc, dans ce cas-ci, c'est une régression en expérience utilisateur qui serait un problème. Ça aussi, c'est important. L'autre chose qu'on aime bien faire, ça, on ne le fait pas pour Business Objects, on le fait pour Tableau et Power BI. Mais bon, encore une fois, on parle en mode agnostique ici, c'est les tests fonctionnels. Et les tests fonctionnels, c'est quoi? C'est simuler l'utilisateur, simuler son expérience. Encore une fois, la confiance et l'adoption, c'est ce qui est important ici. Donc, je me connecte, j'ouvre mon rapport, mon dashboard. Si je change un filtre, est-ce que changer le filtre marche vraiment? Est-ce que les valeurs de mon filtre sont vraiment là? Quand je change mon filtre, est-ce que ça prend 2 secondes ou 2 minutes? Personne n'a envie d'attendre 2 minutes. Même chose pour les paramètres, même chose si je sélectionne quelque chose dans mon graphe, est-ce que ça va automatiquement être reflété dans un autre graphe? Donc, simuler ce qu'un utilisateur pourrait faire. Et ça, c'est surtout bon pour s'assurer que quand on livre le truc, de démontrer que ça marche vraiment. Mais ça, c'est un des tests de monitoring que je parlais tout à l'heure, que moi, je fais tourner à tous les jours ou plusieurs fois par jour pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème introduit par la suite qui pourrait être un impact. Et finalement, les tests de performance, et je ne parle pas vraiment ici de tester la performance du serveur malgré qu'on sait le faire, mais c'est surtout la performance de la navigation, comme je le disais. Si changer de filtre, ça marche vraiment, mais que le filtre prend plus que X secondes, et c'est une valeur que j'ai décidée comme étant une limite, comment est-ce que je vous dirais que ce test échoue, pas parce que le test n'a pas marché, mais parce que le test n'a pas marché dans les temps que je voulais. Donc, voilà. Données, métadonnées, expérience utilisateur et performance. Ouais, merci Patrick. Donc, 3 grands axes de testing que nous proposons aujourd'hui. Et je voulais, comme je l'ai fait juste avant, et cette fois-ci, je vais pouvoir le citer, mentionner des cas clients concrets. Et notamment un qui est très intéressant, qui est celui de Harley-Davidson. Harley-Davidson, c'est très intéressant parce que c'est une entreprise qui avait déjà la culture du test. Ils le faisaient en fait manuellement avant de devenir client Wisdom, client 368. Leur test manuel leur coûtait environ 500 000 $ pour un projet d'upgrade BI. Ils sont venus nous voir, ils ont décidé d'automatiser l'intégralité de leur test BI.
Et ils ont pu ainsi supprimer tous les coûts opérationnels liés à cette practice. Donc un ROI évident en termes de coûts, mais pas seulement. Un ROI en termes de rapidité. On parlait tout à l'heure de rapidité de déploiement, rapidité de livraison. Et un ROI aussi en termes de risque évité. Alors, comme le dit à chaque fois Sébastien Goiffon, notre PDG, vous pouvez avoir une armée de consultants comme il l'était lui-même au début de sa carrière chez Business Objects. Vous ne pourrez pas détecter tous les problèmes. D'ailleurs, Patrick, est-ce que tu peux revenir sur notre deuxième cas qu'on voulait évoquer, le cas Spire Healthcare? Oui, Spire, c'est un de nos clients ici en Angleterre. Donc, moi, je suis basé à Londres, je travaille avec eux depuis des années. Et en fait, eux, c'est une compagnie qui sont propriétaires d'hôpitaux. Donc, ils ont leurs propres patients. Vous pouvez imaginer le contenu BI qu'ils font, c'est de la donnée vraiment sensible. On parle même plus de RGPD ici, qui est quand même important, mais c'est de la donnée par rapport à leurs soins, à leurs maladies. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que ceux qui consomment les rapports aient accès non seulement à de la donnée qui marche, à de la donnée qui est bonne, mais à la donnée à laquelle ils ont accès de voir. Donc, eux, je reviens pour une troisième fois maintenant, mais la partie monitoring. Donc, eux, quand ils développent, quand ils modifient du rapport, évidemment, ils font une batterie de tests. Donc, ça, c'est des rapports Webby et des univers qui pointent à du BW ici, si je veux vraiment être exact. Donc, eux, quand ils font un changement sur le BW, un changement sur l'univers ou un changement dans le rapport, ils prennent notre outil pour Business Objects, ils testent tout avant de faire une promotion en prod, donc ils sont tranquilles. Mais, comme je le disais, c'est du contenu franchement sensible. Donc, eux, à toutes les semaines, ils testent un bloc de 200 rapports. C'est automatique, c'est une tâche qui tourne tout le temps. Et ces 200 rapports sont validés selon des règles. Est-ce que si j'ai tel profil d'utilisateur, est-ce que je vois vraiment tel hôpital ou tel client ou telle maladie? Est-ce qu'il y a des problèmes de connexion à BW? Est-ce que mon cube a arrêté de marcher? Est-ce que mes performances sont bonnes ou pas? Donc voilà, c'est s'assurer que non seulement dans la phase de création et de développement et de modification, le contenu est bon, mais dans leur cas à eux, c'est surtout s'assurer que de façon automatisée, on livre toujours la bonne information à qui on veut. Ouais, effectivement, Patrick, ce qui est important pour le business user, finalement, c'est uniquement de consulter sa donnée, éventuellement d'explorer la donnée en mode analytics pour prendre la meilleure décision possible et le plus rapidement possible. Et c'est encore plus vrai quand la donnée est sensible, là, comme pour le cas de Spire Healthcare. D'ailleurs, Patrick, est-ce que tu peux revenir pour nous sur les cas d'usage les plus courants qu'on rencontre chez nos clients? J'ai fait encore une bêtise. Oui, donc ça revient un peu aux raisons que Tony, tu parlais tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'il pourrait avoir un problème dans un dashboard. Donc, tout changement, pas juste changement au niveau de l'outil BI. Moi, j'ai vu dans ma carrière un administrateur sur Active Directory. Donc, c'est ce qui contrôle les mots de passe sur Windows. OK? Je pense que vous connaissez. Un IT admin qui a changé des groupes dans Active Directory. Ces groupes étaient utilisés dans Business Objects. Ces groupes étaient utilisés dans les univers pour les droits des données à voir. Donc, quelqu'un à l'IT qui a fait quelque chose de son côté sans le dire à personne a eu un impact jusque dans l'outil BI. Donc, il y a énormément de raisons, pas juste changement dans les sources, mais quelques changements, des changements qui sont parfois imprévus et hors de votre contrôle, testés régulièrement. Ensuite, les plus grosses compagnies, généralement, ne travaillent pas en production, ont plusieurs environnements, dev, test, prod. Le test, il est fait généralement manuel aujourd'hui. Parfois, on essaie d'inclure les utilisateurs dans les tests, mais la réalité, c'est que les utilisateurs, ils n'aiment pas trop tester, ils ont d'autres choses à faire, donc oui, ils testent peu ou pas. Et puis, c'est impossible pour un humain de tester. Si vous étiez à ma session un peu plus tôt ce matin, si vous avez un rapport qui fait 954 pages, vous n'allez pas vérifier 954 pages de plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Donc voilà, raison d'usage, automatisé, s'outiller pour tester tout le temps et de façon prouvée, qu'on peut documenter. Et bon,
je vais finir en répétant ce que j'ai dit déjà, mais la clé ici, c'est le CI/CD, c'est le Ops, et tout ça, c'est l'automatisation. Et grâce à l'automatisation, je l'ai dit la dernière fois, testez tout le temps, souvent, comme ça vous livrez rapidement. C'est la confiance et l'adoption qui est en jeu. Merci Patrick, on va conclure cette session. Avant de passer à notre toute dernière session, je vous invite à rester avec nous parce que celle-ci aussi sera très intéressante. Juste résumé du coup, on posait la question tout à l'heure, je me demandais s'il y en a qui devinaient ce qui se cachait derrière l'Analytics Ops. Donc l'Analytics Ops finalement, c'est traiter l'Analytics comme un logiciel et lui appliquer les concepts qui fonctionnent dans le monde du développement comme le DevOps. L'Analytics Ops est fondamental car il vous servira in fine à limiter vos risques, à diminuer vos coûts et à assurer surtout la confiance des utilisateurs. Et c'est ça qui est très important. Et enfin, l'Analytics Ops s'inscrit dans d'autres tendances telles que le DevOps ou tous les Ops de manière générale, l'automatisation ou encore l'agilité. Donc, si vous souhaitez voir plus concrètement comment nos technologies agiles peuvent vous aider à mettre en place ce type de démarche, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter. Ça nous fera plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets.